Bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle émission de l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est l'essentiel et maternel. Et donc, le thème abordé sera la petite enfance. Et aujourd'hui, les invités sont Sarah et Angie, Sophia, Nathan et Elliot, que vous entendez rire là maintenant. Donc voilà, on s'est vraiment mis dans le contexte et je vais proposer à Angie et Sarah, on commence. Je vais parler la première. Ah ben Angie, t'as ouvert la bouche. Donc moi c'est Angie, j'ai 24 ans maintenant et je suis la maman d'Elliot. Moi c'est Sarah, j'ai 30 ans, je suis maman de Nathan, 3 ans et Sophia, 20 mois. Cette émission aujourd'hui, c'est parce que j'ai été confrontée moi à un modèle éducatif qui m'avait été transmis par mes parents et puis je vois vos modèles éducatifs à vous deux et je me dis waouh, si c'était à refaire, je ferais comme vous. Et donc je pense que ça tend à être beaucoup de personnes le connaissent peut-être, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant. Et ce que je trouve génial dans votre modèle éducatif, c'est que je vois vos enfants qui sont totalement libres, qui s'expriment, qui osent faire des choses, et on voit vraiment qu'ils sont rayonnants. Et donc pour moi, je trouve ça important quand on a des enfants, on veut le meilleur pour eux. Et donc là, ce que vous faites, vous, c'est vraiment respecter leurs besoins. Être parent, c'est une remise en question permanente. Et du coup, à chaque étape de leur développement, on est censé quand même en tant que parent poser des questions. Et il y en a qui ne le font pas en fait. Et c'est peut-être ça que parfois on n'est pas forcément à l'écoute de nos enfants. Et ici c'est quelque chose d'important pour justement savoir un peu jauger où on en est par rapport à l'éducation. Et c'est ce que je fais en permanence. Et en fait je suis pleine de doutes, pleine de questionnements. Et j'essaie de prendre le plus de recul que je peux pour voir si ce que je fais est juste pour eux surtout. Et voilà, donc c'est pas évident tous les jours, ça c'est une certitude. Et c'est peut-être pour ça aussi, c'est parce que c'est très difficile que certains parents préfèrent déléguer à la crèche, à l'institut, à l'école, aux gardiennes, aux grands-parents, à tous ces membres en fait qui ont été au fur et à mesure inclus dans la vie des parents, qui ont pris la place en fait de l'éducation des enfants que les parents doivent se charger en fait. Et du coup ils se déchargent complètement ou en tout cas en partie par rapport à ça quoi. Voilà. C'est ça que je ne voulais pas faire en tout cas pour mes enfants. Mais c'est sûr que c'est très compliqué et il faut pouvoir l'assumer et il faut prendre la décision de le faire quitte à renier sur d'autres choses parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. On n'a pas de machine et c'est sûr que par moment on a besoin d'aide et voilà. Mais c'est le pari que je veux relever. Là, on est dans une société où on a délégué la totalité de notre rôle de parent en fait et au détriment du lien avec nos enfants. Je dis ça parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et je me suis dit mais flûte, j'ai pas créé ces liens avec mes enfants. On m'a dit que c'était bien à l'école, on m'a dit que il fallait lui mettre des limites, on m'a dit que il fallait qu'il obéisse. Et puis moi j'ai cru tout ça et je vois qu'au final les enfants ils sont pas épanouis quand on fait ça. Et ils sont pleins de peur, et ils sont pleins de manque de confiance en eux. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Et comme tu expliques, surtout que c'est difficile, c'est parce que avant, dans certaines cultures, c'était tout le village qui se mettait autour de la maman qui venait d'accoucher. Là maintenant, une maman, quand elle met son enfant au monde, elle est seule chez elle, avec son enfant. Elle se dit, comment je vais faire? Et on vous dit, il faut l'allaiter toutes les 4 heures, il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut certainement pas... faire à la demande, il faut que ce soit toi qui mettes le cadre. Et donc c'est tous ces il faut que qui donnent à un moment le doute. C'est ma belle-mère et on a déjà eu des différends par rapport au contrôle, parce que je suis quelqu'un qui essaye de beaucoup contrôler et c'est grâce un peu à ces remises en question là que je me suis dit, oui j'ai envie de contrôler, mais je peux pas contrôler parce que j'ai mis un enfant sur cette terre, je vais le contrôler, j'aimerais le contrôler, donc je vais lâcher prise et moi j'aime pas qu'on me contrôle.
sera lui qui contrôle s'il a faim, s'il a sommeil, c'est lui qui contrôle, c'est pas moi. C'est un peu, quand je t'entends, aussi un travail d'évolution personnelle. Le fait de te dire à un moment, je vais lâcher prise et je vais faire confiance à mon enfant, tu vois. Et c'est merveilleux d'avoir cette capacité de remise en question, se dire, là maintenant, je vais faire un travail sur moi pour le bien de mon enfant, pour respecter ses besoins. Et donc je dis franchement bravo, quoi. Je vais quand même encore revenir sur l'allaitement, si vous êtes d'accord. Parce que je trouve que, enfin moi perso, c'est un truc que j'ai super mal vécu parce que on me dit, les infirmières, les accoucheuses me disaient il faut faire ci, ma maman me disait il faut faire ça. Ah non, Muriel, ne fais pas ça. Et moi je savais plus. Le nombre de fois j'ai pleuré en me disant mais qu'est-ce que je fais? Je lui donne pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Donc je pense que vous avez un allaitement qui fonctionne super bien puisque toi Elliot a 10 mois, tu l'allaites toujours. Et toi Sarah, t'as Nathan. Non, c'est Sophia. Même Nathan a 3 ans. Nathan, je l'ai allaité 1 an. 1 an, Et Sophia, Sophia 20 mois. Donc voilà, vous êtes quand même, je pense, experte en lactation et en... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'évolution de la société, c'est pas pour trouver des excuses, mais c'est pour trouver une explication. Avec l'évolution de la société, les femmes ont été obligées de travailler. Et en fait, ça c'est devenu un gros problème parce que dans le temps, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents élevaient, souvent la maman élevait les enfants à la maison. Je ne dis pas que c'était la solution, mais en tout cas, qu'on nous laisse le choix. Et là, on n'a plus le choix, en fait. Si on ne travaille pas à deux dans une famille, dans un ménage, on n'y arrive pas. Donc, en fait, la société ne nous laisse plus le choix d'éduquer comme on voudrait nos enfants. Et donc, il y a tous ces dogmes qui ont été judicieusement placés pour qu'il y ait une pensée unique autour de la parentalité, de l'allaitement, de tout en fait. Chaque point qui touche les enfants sont régis par un dogme, par des dogmes. Et en fait, maintenant c'est mal vu si tu travailles plus, tu restes à la maison avec tes femmes au foyer. Qu'est-ce qu'on te dit tu rencontres quelqu'un, ah tu fais quoi dans la vie? Et tu lui dis je suis mère au foyer. Ah oui. Donc tu te sens tout de suite dénigré alors qu'en fait c'est un peu et que c'est beaucoup plus épuisant de s'occuper des enfants H24 que d'aller travailler. Ça c'est un fait certain parce que je fais les deux, je le sais, c'est comme ça, c'est clair. Et donc en fait du coup tout a été contrôlé depuis le départ. Donc les enfants doivent aller à l'école, c'est comme ça. Les enfants, ils sont malades, ils doivent avoir des antibiotiques, ils doivent être vaccinés, surtout si la maman travaille et qu'en fait il faut les mettre en crèche. Tu dois surtout pas allaiter trop longtemps parce que c'est mal vu par la société. Et en fait, il n'y a rien qui est mis en place pour te permettre de le faire. Au contraire, justement. Dans d'autres pays, il y a des espèces de cabines dans les villes pour que tu puisses aller allaiter ton enfant tranquillement et à ton aise, quoi. Ici, il n'y a rien, enfin, c'est un peu généralisé en Europe, mais il n'y a rien de prévu pour. Et certaines personnes, en plus, prennent mal le fait de voir une maman allaiter alors qu'il n'y a rien de prévu. Et donc, tout ça, c'est aussi le regard des gens et c'est très compliqué en fait. Si on n'est pas certain de ses valeurs et certain de ce qu'on veut apporter à son enfant et de ce qu'on veut vivre et de ce qu'on veut faire, on se laisse avoir en fait. On se laisse avoir. Je pense que quand ils ont commencé à faire des laits en poudre, il fallait vendre ces laits en poudre. Et donc ça a été, on a prôné le lait en poudre au détriment de l'allaitement maternel. Et donc voilà, et qu'est-ce qui est meilleur pour eux? C'est vraiment tout ce qui est naturel. Donc on a fait pas mal d'émissions sur tout ce qui était naturel. C'est clair qu'il n'y a rien de meilleur que le lait maternel pour un enfant. Enfin, on le voit avec les enfants qui sont totalement bien, en bonne santé, épanouis. Et donc voilà, par rapport à ce dogme, par rapport à ces valeurs et tout, effectivement, rien n'est fait pour qu'on puisse avancer dans de bonnes conditions. Et ça se répète de génération en génération, en plus. Et donc là maintenant, par contre, je vais juste dire ça, c'est que vous et nous mettons des choses en place pour passer à autre chose. On sent vraiment que
que c'est contrebalancé. Donc on revient aux valeurs d'allaitement, qu'on revient aux valeurs d'écoute des enfants et aux besoins des enfants. Parfois il faut batailler, mais bon. Ce qui est difficile pour les mamans en fait, c'est qu'ils ont donc prôné le lait, ils ont fait de la désinformation sur ça pour pouvoir vendre le lait. Et donc ce qui se passe, c'est que le monde, on va dire, il est contrôlé par le pharmaceutique et par les grandes surfaces internationales. Et donc ça veut dire que si ils disaient la vérité entre guillemets sur ce qu'est l'allaitement, ben, au final le pharmaceutique allait pas couler, mais le lait maternel il n'est pas que nourrissant. Donc si je fais la liste, bon j'ai pas tout en tête, mais il est hydratant, il est il est cicatrisant, il est anti-biologique, antiviral, antibactérien. Il règle tout ce qui est problème de peau, etc. Donc si on fait la liste et qu'au final on se dit ben non j'ai mon lait maternel, je vais pas à la pharmacie pour X ou Y problème, les otites aussi, les actes, et ça vont couler, donc c'est pas avantageux pour eux de faire la promotion de l'allaitement et de bien faire. Elliot avait 2 mois, tu allaitais Elliot et cette pédiatre t'a fait acheter un... Enfin moi j'ai été au courant par rapport au fait qu'on voulait lui faire acheter un vaccin contre le rotavirus à l'âge de 2 mois. Et donc là on a tiré la sonnette d'alarme, mais tu peux juste expliquer ce qu'on t'a dit. J'étais pas du tout informée par rapport à quel vaccin faire, si c'était bien, si c'était pas bien. Et donc moi elle m'a dit prochaine visite tu viens avec ce Rotarix là. Je dis d'accord, donc je suis allée chercher 72 € il me semble ce Rotarix, et puis dans la voiture on se questionnait avec Sully, donc mon compagnon, est-ce qu'on va lui faire, c'est quoi déjà, à quoi il va servir ce vaccin, ça va le protéger de quoi, enfin on se disait, on nous dit de le faire mais on nous informe pas c'est quoi, pourquoi, enfin rien, on nous dit juste qu'il faut le faire et donc faites-le. Et donc là comment expliquer, on a demandé à la pédiatre s'il était obligatoire, s'il était indispensable. Elle nous dit non, il n'est pas obligatoire, mais on le fait. Et donc nous, on a dit non, on n'a pas envie de vacciner. Il est en bonne santé, il est allaité, il a tous mes anticorps, je suis vaccinée. Et donc, tous mes anticorps, il les aura. Il n'a pas besoin d'avoir quelque chose dans son corps, alors qu'il combat très très bien tout seul, surtout grâce à l'allaitement. Donc voilà, donc on n'a pas fait ce vaccin. Je ne le vaccinerai pas, sûrement pas tant qu'il est allaité. Et je ferai certainement juste l'obligatoire parce que j'ai pas le choix. Donc moi j'avais envie de rebondir là-dessus. Par rapport aux vaccins ou aux médicaments ou aux antibiotiques en général, mais c'est vrai plus particulièrement quand même la vaccination, quels parents s'informent sur ce qu'il y a dans le vaccin qu'on va donner à son enfant? Quels parents s'informent? J'en connais pas en fait autour de moi. Dans toutes mes connaissances, on va chez le pédiatre, on va chez le médecin a dit que, alors on le fait. Et donc, on met toute sa confiance, plus que ça en fait, c'est plus que de la confiance parce que il y a des problèmes avec les vaccins. Il y a des handicaps, il y a des maladies graves, il y a des choses terribles comme effet suite au vaccin. Donc, c'est plus que de la confiance et les parents, ils vont comme ça les yeux fermés. Et en fait, c'est parce que le docteur l'a dit, parce que le pédiatre l'a dit, alors on le fait. Et on se pose plus de questions sur rien en fait. Et c'est pareil avec tout, avec l'allaitement aussi. Oui, si on m'a dit que le lait maternel, enfin le lait en poudre, c'était aussi valable que le lait maternel, alors c'est bon. Et on ne s'informe pas. On ne va pas lire ce qu'il y a dans les boîtes de lait, on ne va pas regarder les médecins qui font des recherches et qui ne sont pas financés par Big Pharma, qui font des recherches sur les laits en poudre et qui voient qu'il y a de l'aluminium, qu'il y a des pesticides, qu'il y a des hormones de croissance dans le lait. Et donc les parents n'en savent rien du tout. Et c'est ça qui est grave à mon sens parce qu'on parle de nos enfants en fait. Et ne pas savoir ce qu'on leur donne, pour moi c'est inconcevable en fait. Elliot, tu préfères manger les petits tabourets de la maison. C'est moyen. Mais c'est pas bon. Et donc, juste par rapport à ce que tu dis, moi j'ai appris récemment, donc ça fait depuis toute cette crise, tout ce qui se passe, j'ai commencé à me questionner, puisque vous commencez bien plus tôt, moi je viens de commencer depuis 1 an et demi. Et en fait, j'ai appris
donc en naturopathie, quand on est malade, on sort les toxines de son corps. Et donc, la réflexion est, on empêche les enfants d'être malades dès 2 mois. Donc ça veut dire on leur passe le message que ils doivent garder toutes leurs toxines dans leur corps. Ouais. Et puis alors on s'étonne qu'il y a des problèmes, des ulcères d'estomac, des douleurs abdos, alors que naturellement quand on est malade on a la diarrhée, on expulse ce qui doit sortir du corps. Enfin, c'est un peu un nettoyage du corps. Et sa maison on la nettoie. Et son corps, dès l'âge de 2 mois, on dit il ne faut pas le nettoyer, il faut tout garder dedans. Alors là c'est un non-sens. Pour moi ça a été une révélation parce que je ne conscientisais pas ça puisque je suis infirmière et on m'a appris. Quand on a de la fièvre, on donne un dafalgan. Ah non, il ne faut pas laisser la fièvre. Alors que la fièvre, ça fait transpirer, ça fait sortir des toxines. Quand on a la diarrhée, on prend un truc, il faut stopper la diarrhée. Et moi aussi, j'aurais voulu qu'on parle d'un thème qui est la DME. Je ne vais pas me tromper sur ce coup-ci. Parce que c'est un truc que j'ai découvert avec vous, grâce à vous. Je ne connaissais pas du tout. Et je n'ai pas la c'est d'accord de parler de DME. Donc c'est la diversification menée par l'enfant. Et c'était aussi une histoire de contrôle. En fait, elle n'avait pas envie de contrôler les quantités qu'il mangeait, la façon de lui mettre dans la bouche. Moi, personnellement, si on me met quelque chose dans la bouche, voilà, je préfère mettre les quantités que j'ai envie moi et prendre d'abord mon haricot plutôt que mon poisson. Donc voilà, j'avais envie qu'il puisse faire pareil. S'il a envie de prendre une frite dans son assiette, il la prend avant. Et donc, depuis ces 6 mois, même un petit peu avant, on a commencé à lui donner des légumes. Et puis après même parfois les biscuits, etc. C'est moins bon, mais c'est ce qu'on a à disposition. Et directement, il mettait en bouche, il avait l'air de prendre à manger, etc. Et donc on s'est dit que c'était quelque chose qui lui correspondait. Il mangeait quand il avait faim, ce qu'il avait envie. Donc la DME, moi aussi je l'ai fait, ça s'est super bien passé avec Nathan. Et avec Sophia, elle était plus difficile pour manger. Nathan a vraiment mangé de tout. Et donc, mais c'est aussi de nouveau des jugements que les gens ne comprennent pas. Et qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau truc là? Oui, tu veux toujours faire différemment que les autres. Mais en fait, c'était comme ça avant qu'on introduise les purées, les panades et tout ce qui s'ensuit, la bouillie, complètement infecte, inodore, incolore et insipide. Et en fait, à la base, les bébés ont commencé à manger comme ça, des morceaux bien cuits, de la taille plus ou moins de leur poing. Et c'est eux qui gèrent ce qu'ils ingèrent. S'ils ont encore faim, s'ils n'ont plus faim, ils le savent tout de suite. Et c'est plus toi qui va un peu penser à l'oie qu'on est en train de garder, mais c'est plus toi qui va faire ça. Et en fait, ils gèrent quoi. Ils gèrent. Et puis quand ils ont l'âge de tenir une cuillère, une fourchette et qu'ils sont demandeurs, ils gèrent. C'est une continuité en fait. Ça paraît normal quand on est dedans. Et de comment aborder les phases de sommeil. Donc la mise à la sieste, parce que moi, dans les crèches par exemple, c'est plus ou moins l'heure de la sieste, donc on met, ou dans les écoles maternelles, c'est plus ou moins l'heure de la sieste, et donc ça veut dire qu'on va mettre tous les enfants à la sieste en même temps. C'est l'heure de manger, on va leur donner tous à manger en même temps. Enfin voilà, il y a ce réglage temporel, on se lève à une telle heure, on mange à une telle heure, qui ne respecte pas vraiment les besoins individuels de chaque enfant, mais qui ne respecte pas nécessairement les besoins individuels de chaque maman. S'il y en a une des deux qui veut rebondir sur le sommeil et parler comment on aborde le sommeil, le repos, parce que se reposer, ça fait quand même partie des prérequis pour être en santé. Alors moi c'est compliqué le sommeil parce qu'en fait depuis le départ je regarde plutôt, j'essaye de capter les signes de fatigue et à ce moment-là les mettre à la sieste. Je pars aussi du principe que s'ils dorment, je ne les réveille pas. Le matin, ils dorment jusqu'à temps qu'ils se lèvent. Et donc, pour moi aussi, l'école, dans ce cadre-là, les posait problème parce que je ne me voyais pas les réveiller à 7h du matin alors qu'ils dorment jusqu'à 8h15, parfois 8h30, pour aller à l'école. Donc, le sommeil est hyper important pour la construction neuronale de l'enfant.
Et donc, le réveiller pour qu'il aille apprendre, c'est complètement... c'est impossible pour moi à concevoir de réveiller un enfant qui est en train de former, de faire toutes les connexions entre ses neurones pour aller apprendre à l'école. Donc voilà, déjà ce point-là, ça me pose problème de réveiller les enfants. Et puis j'ai des enfants qui ne dorment pas beaucoup et qui ont du mal à s'endormir. Et donc c'était d'autant plus compliqué de les réveiller le matin, ils vont dormir tard aussi. Donc voilà, je sais que c'est très important pour les enfants d'avoir des rituels, même si on ne les met pas toujours en place chez nous, faute de temps, voilà. Mais c'est super important qu'un enfant ait des rituels au moment de se coucher, en fait, parce que c'est ça qui va faire, qui va savoir, et que inconsciemment il va se dire ok, maintenant on va dormir, quoi. La petite histoire, le câlin, maman, papa, le bisou, ça peut être plein de choses, une musique, chanter une chanson, une danse, toute calme avant d'aller dormir. Tout ça, c'est un peu de la théorie, non? C'est de la théorie, mais c'est quand même important le rituel pour amener au sommeil. Mais moi, j'avoue que j'ai du mal à respecter ça, parce qu'on ne respecte pas des horaires précis. On va une fois dormir, il est 20h, une fois il est 20h30, une fois il est 19h30, parce qu'ils sont plus fatigués qu'à leur habitude, et donc on va dormir plus tôt. Voilà, donc, et puis bon, on sort beaucoup de la maison, on fait beaucoup de choses à l'extérieur, et donc chronométrer, dire voilà, à telle heure on doit être rentré parce qu'il y a le dodo, et à telle heure on doit être rentré parce que d'abord il faut manger à telle heure, et voilà, nous on n'est pas du tout à fixer les horaires, et donc on est plus à s'écouter, si on veut aller au parc, si on veut encore rester jouer, si on veut rentrer, si on est fatigué. Et voilà, c'est vraiment écouter les besoins de l'enfant et pas lui imposer un règlement familial avec des moments bien précis pour faire telle et telle chose. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est parfois trop de laisser faire. Et donc c'est aussi se respecter soi à un moment donné et dire ah ouais, là non, je suis vraiment fatiguée. Et donc quand vous respectez vraiment les besoins de votre enfant à un moment, lui, il peut aussi concevoir de respecter nos besoins aussi. Hein. Et il y a aussi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis sur l'environnement dans lequel on vit actuellement, la pollution qui est actuellement, et ce qu'on trouve comme produit alimentaire qui manque cruellement d'un équilibre aussi, une fois de plus, dans les bons éléments nutritifs. On a vu par exemple que toute cette pollution nous amène parfois à manquer de substances comme par exemple de magnésium, et que ces manques de magnésium pouvaient engendrer une hyperactivité chez les enfants. Et donc voilà, on a tout ça qui est en ligne de compte. D'ailleurs, peut-être, Angie, je crois que tu as mis le doigt aussi sur quelque chose hier par rapport à cette production de mélatonine qui était altérée par une hyperstimulation, c'est ça, ou une hyperactivité? J'ai su il n'y a pas longtemps que quand il y avait trop de fatigue, bon après je ne connais pas les termes, mais que ça produisait le cortisol, et que le cortisol engendrait d'autres trucs avec mélanine ou un truc du genre, mélatonine. La mélatonine. Et donc ça faisait des enfants qui ne parvenaient pas à tomber dans un sommeil tout court et dans un sommeil réparateur, quoi. Et ça, on n'informe pas, en fait, on est tout le temps dans la désinformation. On nous dit quand tu sors de la maternité, ton enfant il doit dormir, et après quand tu te dis non, il se réveille 4 fois sur la nuit mon enfant, donc je fais mal quelque chose et il va pas bien, et là on te dit c'est de ta faute, arrête d'allaiter, donne-lui le biberon. Il va être calé, il va dormir pendant 6 heures et toi tu seras tranquille. Non, une fois que tu sais que tu fais bien et que s'il a faim dans 2 heures, il se réveille dans 2 heures, il mange, tu lâches prise, et c'est beaucoup plus facile à vivre. Il a 11 mois, il se réveille encore 3-4 fois par nuit, je le vis pas mal, je me dis pas il est pas normal, ou moi je fais mal quelque chose. Son sommeil, je pense que le sommeil c'est après 2 ou 3 ans. Oui, c'est seulement après 3 ans que le sommeil est acquis chez les enfants. Que physiologiquement, ils sont capables en fait de passer une nuit complète, sans réveil. Ouais. Avant, c'est pas. Et donc en fait, on veut te faire croire qu'à 3 mois, ton bébé doit faire ses nuits, sinon c'est pas normal. Et si t'allaites, c'est que c'est ça le problème. Si à 4-5 mois, il mange pas encore solide, pas des panades, c'est que c'est ça le problème. Si tu ne mets pas parfois à la crèche, c'est que c'est ça le problème. Et donc en fait, on te cherche toujours des problèmes pour expliquer ce qui ne va pas.
au lieu d'essayer de te trouver en fait la solution, ou en tout cas, tiens, essaye ça, te donner des pistes. Essaye peut-être ça ou essaye peut-être ça. Moi, j'ai testé ça, ça a fonctionné, essaye. Et voilà, non, on dit, si ça ne va pas, c'est sûrement que tu fais un truc mal. Et on a donné des normes en fait, hein. Comme tu dis, à tel âge, ils doivent faire ça, à tel âge. Alors que physiologiquement, ils ont omis quand même certains détails, quoi, comme le fait qu'ils dorment pas normalement une nuit complète avant 2-3 ans. Et donc effectivement, il y a tout ça. Et donc ça, c'est pour la crèche aussi et pour l'école aussi. Hein. Oui. On dit à 6 ans, il doit savoir apprendre à écrire. D'abord les voyelles, et puis les consonnes. Et puis il y a tout ce cheminement. À 12 ans, c'est le CE1D. À 14 ans, c'est le CE2D. À 18 ans, c'est le CESS. C'est pas du tout en fonction des capacités, c'est juste l'âge. Il a l'âge pour passer. Et donc, on essaye déjà tout petit de les faire rentrer dans un cadre bien strict comme ça, avec des objectifs à atteindre, mais des objectifs qui ne sont pas respectueux de leurs besoins fondamentaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que on a fait un peu le tour de la situation. Ouais. Par contre, ce qui serait intéressant, tu filmes c'est peut-être de refaire ce genre d'émission. En fait, je trouve que c'est vraiment bien une demi-heure de plus ou moins d'émission max. Ouais, comme avec ça, un seul sujet. Ouais. Et qu'on refasse, qu'on repropose alors une émission parce que vous aviez des choses à dire aussi sur la grossesse et sur l'accouchement. Et donc, je trouverais ça merveilleux. On avance un peu de manière rétroactive, mais et je trouvais aussi important de dire ce sur quoi on est en train de travailler pour le moment, c'est de développer un accueil pour les enfants qui veulent pas aller dans les crèches, qui veulent pas aller dans les écoles ni maternelles, primaires ou secondaires. On est en train de travailler à offrir la possibilité à ces familles, à ces enfants, voilà, d'être accueillis dans un endroit, de se rassembler. Et c'est normal qu'il tremble et que ses cheveux se lèvent sur sa tête. Et donc de ne plus se sentir seul chez soi. Et donc d'offrir des endroits d'accueil où on peut dire tiens, je sors mon enfant de ce système, on est là à l'écoute et on peut se tendre la main, on peut s'écouter. C'est super difficile en tant que parent de gérer le fait qu'on agit différemment avec nos enfants. Et en fait, on a vraiment le regard déjà de la famille et les remarques de la famille qui sont vraiment pas facile à gérer et qui mettent encore plus la pression en fait. Alors que la pression, on l'a déjà de nous-mêmes parce qu'on se remet tout le temps en question et on est rempli de doutes. Mais en fait, il faut tenir bon et il faut y croire et voilà, il faut passer au-dessus de ça et voilà, moi je le vois bien avec mes enfants, j'ai beaucoup de remarques parce que du coup je les laisse faire des choses qui encore une fois ne correspondent pas forcément à leur âge et donc la petite de 20 mois qui saute dans un château gonflable avec des grands de 10 ans qui pourraient lui tomber dessus, oui, voilà. Ça peut arriver, et si ça arrive, je serai là pour réagir. Mais en attendant, je ne vais pas l'empêcher. Elle s'amuse. Je ne vais pas. Elle est en train de. Les enfants se développent par le jeu, donc elle est en train de développer sa motricité, toutes ses connexions neuronales, tout en fait. C'est le développement général. Et je vais l'en empêcher parce qu'il y a 3 gamins de 10 ans qui risqueraient peut-être de tomber dessus et de lui faire mal. Non, en fait, non. Si ça arrive, je suis là, je réagirai, mais voilà. Moi, j'ai pas opté pour ça, j'ai opté pour le fait de si eux le sentent, je suis là, je suis derrière eux, je fais attention, mais je les laisse faire en fait. Parfois, les proches, les livres, les médecins, ils nous font douter, etc. Mais moi, je vois, quand je vois mon enfant qui est bien physiquement, mentalement, dans son développement, qui se tient debout depuis ses 9 mois et je me dis, je fais bien les choses. Merci beaucoup de tout ce que je découvre avec ces belles personnes qui se remettent en question, qui essayent de donner, d'agir avec une intention d'amour en permanence. Parce que c'est toujours avec cette intention d'amour, elles veulent faire le bien. Vous voulez faire le bien pour vos enfants, vous voulez que l'avenir soit meilleur. Vous êtes toujours animés par cette intention d'amour. Et je dis merci parce que j'ai appris beaucoup de choses en vous observant en fait. Donc merci à vous deux, merci à vos enfants, même si ils ont foutu un peu le casin dans la maison. Je dis voilà, merci à vous.
Et on remet ça dans 2-3 semaines. Bisous. Et là, je me casse. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, Elliot nous montre au revoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention.